Merci, professeur Boismorlan. Chers consoeurs, chers confrères, chers maîtres, nous allons vous présenter les fiches de déclaration qui ont été présentées en attaché avec l'instruction du ministère de la Santé. Il y a deux fiches. Il y a une fiche de notification des cas et il y a une autre fiche qui était sur les sujets contacts ou bien les cas contacts. Commençons par la première fiche de notification inbox. Vous avez la première rubrique, c'est la déclaration. Là, vous allez mentionner la date de votre investigation, la commune, la wilaya et puis l'identification du déclarant, le médecin déclarant et la structure de santé. La deuxième rubrique concernant les données du patient. Vous allez mentionner son nom, son prénom, son sexe masculin ou féminin, la date, sa date de naissance, sa nationalité si c'est une personne étrangère, son numéro de téléphone, sa profession exacte et son adresse bien sûr exacte, là où il est et le lieu de travail. En fait, est-ce que ces données sont importantes? Oui, pour identifier le patient, si c'était par exemple un étranger, on a besoin de, c'est-à-dire c'est un Algérien ou un étranger, pour continuer la fiche notification, est-ce qu'il est venu d'une zone à risque ou bien, et on a besoin de son En fait, numéro de téléphone pour par l'expliquer. rapport à la variable sexe, c'est une variable très importante. Oui, Puisqu'actuellement, si on voit la série de 2022, on parle de la transmission homosexuelle. Est-ce que nous, dans notre série, ce sera plus 10 ans, ou bien des femmes, ou bien ce sera la même chose, celle qui a été identifiée dans la série nigérienne de 2017. Il y avait une distribution presque équitable entre les deux sexes et le mode de transmission était classique. Donc, pour dire l'œuvre documentée, variable. La profession, c'est la même chose. C'est par rapport à l'exposition, le niveau d'exposition. D'accord. d'accord. Bon, c'est à vous. D'accord, on continue. Maintenant, c'est la rubrique concernant les données épidémiologiques. Vous allez poser la question à ce patient, est-ce qu'il y a eu un cas similaire dans l'entourage? Si c'est oui ou non. Donc, si c'est oui, vous allez préciser, est-ce que le cas est dans la famille? Est-ce que dans un cadre, dans un lieu de travail, ou bien dans un lieu scolaire ou bien universitaire? Donc, il vaut mieux préciser. Vous allez poser la question concernant la notion de voyage dans une zone à risque durant les 21 derniers jours. Si c'est oui, donc quelle est la zone qui était en voyage, pour préciser? Et après, vous allez poser la question concernant la notion de contact avec un cas confirmé ou probable durant les 21 derniers jours. Si c'est oui, vous allez identifier, on a mis un exemple, par exemple, identité du cas, son nom, sa relation avec le cas. Par rapport aux données épidémiologiques, si on n'a pas ces données-là, on ne peut pas classer le malade. En fait, un cas suspect, c'est un cas qui a des symptômes avec un lien épidémiologique. Et si on ne va pas documenter cette information, on On ne va peut pas- pas classer ce malade. on va pas le passer. D'accord. On continue. Bon, je ne vais pas définir les cas probables, ont été déjà définis. Maintenant, continuons avec les données épidémiologiques. Vous allez poser la question, quelle est la nature de l'exposition de ce cas? Est-ce que l'exposition a été avec un contact directement avec un malade ce patient n'était pas protégé, donc il n'a pas mis des mesures de protection, ou bien il n'a pas utilisé la distanciation ou bien autre? On va citer un petit rappel concernant le contact physique étroit, soit avec des fluides corporels ou bien avec des gouttelettes respiratoires, ou bien des lésions cutanées infectées qui être en contact avec ces lésions, ou bien un contact des rapports sexuels. Il y a autre chose concernant la première, quand vous allez coucher, vous avez un contact directement non protégé, ou bien un environnemental à haut risque. L'environnement, ça concerne on parle des animaux sauvages, bon, on parle, mais là, beaucoup plus, c'est l'environnement, c'est-à-dire le matériel contaminé qui a été contaminé par un cas confirmé. Et ce patient, il a été exposé à ce matériel. Par exemple, le partage d'instruments, de toilettes, le linge de lit, les vêtements et tout ce qui est ustensiles ou autre chose. Et là, est-ce que, il y a eu une exposition non protégée? Et la troisième, vous allez cocher s'il y a eu une exposition protégée.
Et malgré cela, il s'est protégé, mais malgré cela, il était victime de contamination ou bien ou sans aucun contact physique. Donc, il n'a pas été en contact physique avec un malade et malgré, il est atteint de mpox. En fait, c'est la même chose pour les données épidémiologiques et de connaître le mode de transmission. Il faut savoir en fait, que si on va prendre les deux séries épidémiologiques, il y a un changement dans le mode de transmission de celle qui est enregistrée en 2017, c'est les séries nigérianes, et la dernière série, ou bien la dernière épidémie qui a été enregistrée en 2022. Donc, documenter cette variable est très important. Oui, c'est à travers cette variable qu'on peut connaître exactement le mode de transmission et on peut même quantifier l'importance du mode de transmission. Il faut savoir pour gérer une situation pareille, il faut connaître le réservoir, mais connaître aussi le mode de transmission. Et connaître le mode de transmission passe obligatoirement par la documentation de cette variable. D'accord. On continue. Maintenant, vous allez remplir la partie données cliniques. Vous allez mentionner la date du début de la maladie. Si vous avez une date exacte, vous allez écrire le jour, le mois et l'année. Si vous n'avez pas une date exacte, vous allez poser la question, par exemple, quand est-ce que vous avez vous étiez malade, vous êtes tombé malade. Ça, on a le nombre de jours. En cas où on n'aura pas la date de début de la maladie, professeur, on va se référer à la date de l'investigation. Maintenant, vous allez poser les questions, vous allez voir exactement quelle est la symptomatologie. Est-ce qu'il a eu une fièvre? Vous allez cocher oui ou non. Si c'est oui, il faut la chiffrer. On ne dit pas on a une fièvre sans être chiffré. Est-ce qu'il a eu une éruption cutanée? Quel type? Macule, papule, vésicule, pustule et croûte. Euh, et professeur Achour nous a déjà expliqué, on peut avoir, c'est une évolution rapide, donc on peut avoir, peut-être, vous allez assister à toutes ces lésions. Et est-ce que la lésion, elle est généralisée ou bien elle est localisée? Quelle est la localisation? On vous a donné quelques exemples. Est-ce qu'au niveau de la tête, comme on a vu tout à l'heure, cuir chevelu, le visage, les mains, c'est-à-dire quel est le siège de cette éruption? Est-ce qu'il y a eu une adénopathie? Si c'est oui, la localisation, on vous a cité un exemple, le siège inguinal par exemple. Est-ce que le patient a une décéphalée, des dorsalgies, des myalgies, une asthénie, ou bien il y a d'autres symptômes que vous allez les préciser, c'est important. Avant d'avancer, c'est important. Est-ce que, parce que la question, est-ce que je dois avoir la fièvre? Est-ce que je dois avoir tous ces symptômes-là pour annoncer la classe et le cas? Ou bien on peut ne pas avoir la fièvre, on peut avoir une adénopathie et on va déclarer. Ça, c'est tout dépend. On a des phases. On a la phase d'incubation et la phase d'invasion. La phase d'invasion, elle est classée déjà en deux. Donc là, si on n'assiste pas à une fièvre, si on assiste à l'apparition des lésions, vous allez cocher qu'il a des lésions. La fièvre, il l'a fait déjà chez lui, peut-être. Il se rappelle pas, on ne sait pas. Il n'a pas chiffré sa tête, sa fièvre. Et C'est-à-dire là, on tout peut ne dépend. pas avoir la fièvre. Oui, 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 il peut ne pas assister à la fièvre. Donc, il peut pas se rappeler à la fièvre. Donc, on peut avoir les lésions, autres lésions. On passe. Maintenant, il y a une partie concernant le labo. Il y a eu un prélèvement, donc vous avez si fait un vous avez prélèvement. remarqué, il y a trois parties jusqu'à maintenant. On a vu les données démographiques, les caractéristiques de la personne, l'âge, son nom, son prénom, l'âge et tout ça. On a vu ensemble, après le mode de transmission, il y avait des variables pour connaître cette mode, bien ce qu'on appelle l'exposition, le mode de transmission. Puis après, on a vu les symptômes. Et après les symptômes, on a ce qu'on appelle les données du laboratoire. Oui.
Exactement, c'est ça. Donc là, donc vous avez fait un prélèvement, donc ou bien le prélèvement a été fait avant votre investigation. Donc vous allez demander la date du prélèvement qui a été réalisé. Bien sûr, là c'est précis. Généralement, on écrit le jour, le mois et l'année. La nature du prélèvement, est-ce que le prélèvement a été fait sur les lésions cutanées, donc les liquides sur les vésicules avec un écouvillon, ou bien les prélèvements des croûtes? Donc, il faut préciser quel type, quelle est la nature du prélèvement. Et s'il y a autre nature, vous allez préciser exactement. Quel est le laboratoire destiné? Pour le moment, je pense qu'il n'y a que l'Institut Pasteur de Sidi-Forge. Je pense. Donc, pour le moment, vous allez mentionner le laboratoire Institut Pasteur Sidi-Forge. S'il y aura d'autres, il y aura d'autres, oui. Donc, vous allez avoir d'autres destinataires. Et quel est l'examen à réaliser? Bon, le ministère de la Santé a mis deux prélèvements, la PCR et le séquençage. Vous allez mentionner la date du résultat, parce que vous allez recevoir des résultats. Et quels sont les résultats de ces prélèvements? On a deux types pour le diagnostic. On a la PCR et on a le séquençage. Séquençage. D'accord. D'accord. Je vois, Je le fais. C'est ça, pour détecter le clade. Quelle est l'évolution de ce patient? Est-ce qu'il y a eu une guérison? Vous allez cocher la date de sa guérison. Est-ce qu'il a fait des complications? Vous allez préciser. On vous a cité quelques complications comme la douleur, des surinfections des lésions, par exemple, extension recto-colite, par exemple, des atteintes oculaires, voilà. Et l'odynophagie, c'est la difficulté d'avaler. Donc, ce patient, je pense qu'il a aussi urgence à être hospitalisé parce qu'il ne peut pas avaler. Donc, il faut une voie d'abord. Donc, il faut une hydratation parentérale. On passe maintenant à la fiche d'investigation de cas contact ou bien le Avant sujet de contact. passer, il est important de parler de la date de notification. Si vous avez remarqué, il y avait trois dates. La date pour documenter le questionnaire, il y avait la date de début de septembre, et puis après, il y avait la date de prélèvement. Oui. Il faut savoir en fait, en matière de déclaration, si j'ai la date du début de septembre, ce sera la date idéale. Maintenant, si je n'ai pas cette date, je peux prendre la date de diagnostic. Donc, pour dire qu'on est flexible, l'essentiel, on doit avoir une date documentée. D'accord. On continue avec la deuxième fiche. Donc, on a déjà dit, il y a deux fiches de déclaration, la fiche de notification des cas et la deuxième fiche, c'est une fiche d'investigation des sujets contacts, bien des cas contacts. Ces deux fiches, vous allez les retrouver en attaché avec l'instruction du ministère numéro 20 du 19 août 2024. On continue. La fiche d'investigation, vous allez commencer par si vous avez un cas index. Le cas index, par rappel, c'est un patient à l'origine de la contamination d'un groupe de personnes par une maladie infectieuse. Si vous avez plusieurs groupes de personnes, chaque groupe de personnes a un cas index. Vous allez le numéroter. Vous allez préciser la date de déclaration du cas index et le numéro de contact parce que vous aurez besoin de son numéro de contact. Cette fiche de déclaration va commencer avec une déclaration du cas contact, donc sujet contact, la date de votre investigation, la commune, la wilaya et l'identification de l'investigateur et de la structure sanitaire. Ça, c'est le rôle des médecins responsables du service d'épidémiologie. Enquêteur. Pour la Mpox, l'enquête, ou bien les enquêtes ont un rôle très important. Puisqu'on connaît, en fait, en matière de R0, il y a une question qui a été posée. Il y a plusieurs, en fait, jusqu'à maintenant, il y a plusieurs données, mais celle qui est la plus utilisée, c'est qu'un cas malade peut contaminer 2 à 3 cas. Ça, c'est important. Mais maintenant aussi, vis-à-vis les modes de transmission, l'identification du sujet contact est primordiale, puisqu'à travers ces enquêtes-là, et dans cette situation, ce n'est pas le Covid, mais pour le Mpox, les enquêtes épidémiologiques pour enrayer ou pour casser la chaîne de transmission ont un rôle très important. Pour dire qu'il faut il faut donner l'importance à ces enquêtes, il faut former les enquêteurs, il faut documenter l'information issue à travers cette enquête.
D'accord. Il faut bien expliquer que chaque question a un but. Donc, si la personne responsable de l'enquête a bien compris pourquoi on remplit ce genre de questionnaire, mais là, il faut transmettre à d'autres personnes qui ne sont pas experts. Et là, c'est juste pour leur faire comprendre pourquoi on est en train de chercher quelle est la réponse à partir de ces questions. On continue. Concernant les données des sujets contacts, donc la même chose comme la première, son nom, son prénom, le sexe, est-ce qu'il est bon, sexe masculin ou féminin, sa date de naissance, sa nationalité, est-ce qu'il est un Algérien ou bien c'est une personne étrangère, son numéro de téléphone, c'est important parce que vous allez voir pourquoi on demande ces coordonnées. Vous allez voir après le suivi de cette fiche de suivi des cas sujets contacts, sa profession, son adresse exacte, sa wilaya et le lieu de travail. Maintenant, concernant les données épidémiologiques pour les sujets contacts, il faut bien poser cette question et mieux avoir la réponse exacte, la date du dernier contact avec les cas. Mentionnez la date. Si vous n'avez pas une date exacte, allez vers les jours. Ça, c'est quoi la date technique? C'est-à-dire on doit remonter dans le temps. C'est ça. On revient dans l'historique du malade et voir le dernier contact avec ce dernier, en tenant compte, bien sûr, la durée d'incubation cette fois-ci, puisqu'on a dit bien que le sujet ne peut pas, c'est pas le cas, ce n'est pas le cas durant l'épidémie de Covid. Par contre, pour la variole, on doit prendre la date du symptôme du malade. C'est ça. D'accord. Début. Début de symptôme. Très bien. Et si vous n'avez pas une date exacte, vous allez mentionner le nombre de jours, c'est-à-dire à quel jour a été en contact avec le cas. Dans quel cadre a eu lieu le contact? Vous allez poser la question, est-ce que dans un cas, est-ce que c'est un membre de la famille ou bien un regroupement familial, un événement particulier a été lors de sa transmission, donc lors du contact, pardon. C'est-à-dire c'est dans un cadre, c'est un collègue de travail ou bien collègue scolaire ou universitaire. Est-ce qu'il était en contact avec un cas qui était dans un moyen de transport ou bien dans une structure de soins, dans une structure de soins? Décrire l'exposition. Là, vous écrivez comment l'exposition a été faite. On va pousser une case. C'est ça, une case. On va avoir deux cases. On peut, oui. On peut parce que là, peut-être qu'il y avait des cas au niveau de la famille, dans la famille ou bien dans un cadre professionnel. On ne peut pas savoir. Donc, et là, il y a autre facteur aussi, lors d'un voyage, grossesse, transfusion ou bien donneur de sang, là, pour chercher la co-infection, et autres. Vous allez poser la question, est-ce que la personne a été vaccinée auparavant au vaccin antivariolique? Si c'est oui, si c'est non, aussi, on le sait. Est-ce qu'elle nous a expliqué, professeur Achou, concernant la vaccination? Auparavant, et avant, disons, l'année 80, donc la population était vaccinée. Et donc, la population était vaccinée avant. Et l'une des explications de la réémergence de cette maladie, c'est cette immunité collective qui est en train de se. En fait, on est en train de la perdre. Puisque, à partir des années 80, on a arrêté la vaccination contre la variole. Parce qu'elle a été éradiquée en 80. On continue. Quelles sont les données cliniques de ces cas contacts? Est-ce qu'il y a eu des signes, la symptomatologie, oui ou non? Si c'est oui, quelle est la symptomatologie? Est-ce que ce cas contact, sujet contact, il a eu de la fièvre, il a eu de l'éruption cutanée, de l'adénopathie ou autres symptômes? Précisez lesquels. Une autre question à poser. Est-ce que ce sujet contact, une fois a développé les symptômes, on va le considérer comme sujet contact ou bien il devient malade? Il devient un cas. Ils vont, C'est important oui, dans les oui. pour les définitions. Il Pour est distinguer entre un sujet contact et un sujet malade. C'est ça. Un sujet contact, dès qu'il est malade, nous allons voir la rubrique suivante dans la conclusion, que le sujet contact, dès qu'il est symptomatique, vous allez remplir la fiche de notification, il devient un cas malade. C'est important. Il faut distinguer entre le contact et le malade par rapport aux symptômes. Une fois ce dernier aura des symptômes, on ne va pas le qualifier comme sujet contact. Par contre, on doit documenter d'autres informations complémentaires qui classent le sujet contact comme malade. C'est ça.
Eh ben, s'il est symptomatique, vous allez prendre la fiche de notification qu'on a déjà présentée au début et vous allez remplir selon, puisque c'est un cas qui devient malade. Si ce n'est pas le cas, s'il n'est pas symptomatique, vous allez continuer à remplir cette fiche. Vous allez poser la même chose comme au niveau de la précédente. Donc, vous allez poser la question concernant la nature de l'exposition. Est-ce qu'il y a eu un contact directement non protégé ou bien un contact environnemental à haut risque? On a déjà expliqué. La deuxième, s'il y a eu une exposition non protégée. Et la troisième, est-ce qu'il y a eu une exposition protégée ou sans aucun contact physique? Maintenant, la décision du médecin traitant. Quelle était la décision du médecin traitant? Est-ce que le patient est dans un état où il est auto-isolé durant 21 jours, c'est-à-dire il est isolé chez lui? Est-ce que la décision de ce cas contact, la décision du médecin, est-ce qu'il lui a donné un arrêt de travail sans auto-isolement? Est-ce que la décision du médecin traitant, est-ce qu'il y a une surveillance active, c'est-à-dire le médecin qui suit le patient, est-ce que il suit de près ce sujet contact et exactement durant la période d'isolement, est-ce qu'il y a eu des signes, l'apparition des signes cliniques ou non? Et la date prévue pour la fin de suivi. À quelle date on arrête le suivi de ce sujet contact? En fait, c'est des questions très importantes par rapport à l'isolement, la durée de l'isolement, par rapport à l'arrêt de travail, la question par rapport à l'arrêt de travail, et puis après, par rapport à la surveillance active, notamment les personnes qui ont des symptômes, puisqu'on sait très bien que l'évolution, elle va être vers la crise. Si vous avez remarqué, il est important que le questionnaire est très simple. Et toutes les variables, en fait, c'est des variables en fait, opérationnelles. Puisque chaque variable a une information fine pour connaître, pour renseigner une information. Et c'est pour cela il est intéressant de documenter, d'essayer de documenter le maximum de l'information, notamment certaines variables essentielles permettant de qualifier que ce soit le sujet malade ou bien le sujet contact. Oui, même l'enquêteur, il a le temps de poser les questions à tête reposée être à l'aise avec le patient, soit le sujet contact ou bien le malade. C'est ça, il est dans un état où il doit avoir beaucoup d'informations. C'est important pour limiter la transmission et faire son enquête épidémiologique auprès des cas malades et des sujets contacts. Donc, en fait, chaque variable a une définition opérationnelle. Ça, c'est important. Donc, les épidémiologistes connaissent c'est quoi la définition opérationnelle et connaissent l'intérêt de documenter chaque variable de ce questionnaire qui est simple en réalité. La dernière, c'est l'évolution de ce sujet contact. On a dit que s'il présente une symptomatologie durant les 21 jours, donc vous allez mentionner la date du début de sa symptomatologie durant la surveillance, l'auto-isolement l'isolement ou bien son arrêt de travail. Donc, s'il est asymptomatique à la fin de la période de suivi, là, c'est bon, vous allez préciser. Et si c'est une personne que vous l'avez perdue de vue, la date du dernier jour où vous l'avez vue. Donc, écrivez le jour, le mois et l'année. Voilà, on Ça, a c'est fini. important de dire quand, bien que la forme asymptomatologique existe, mais elle est rare. C'est important de le connaître. C'est rare de trouver, c'est pas le cas pour la COVID, où il y avait un pourcentage, un part important de formes asymptomatiques. Un POC, c'est rare, même si c'est décrit, mais c'est rare de trouver les formes asymptomatiques. Bien. Maintenant, on a fini avec les deux. Voilà. Et si vous avez des questions concernant les fiches de déclaration, En on est fait, là il y pour avait des répondre. questions. Moi, je vois des questions. Oui, je vais reprendre le certificat qui est demandé apparemment aux personnes qui se rendent en Arabie. Sincèrement, nous, je suis le point focal RSI, rien ne m'a été transmis dans ce sens. Normalement, on ne demande aucun certificat, aucun certificat. Donc, c'est d'autant plus que la personne, si elle est symptomatique, elle ne va pas voyager. Et vous savez très bien, et tout à l'heure, docteur Lelou a présenté le contrôle sanitaire aux frontières
qui existe à travers tous les États membres. Et donc, s'il y a une personne qui est avec des lésions, elle ne va pas passer, y compris chez nous. Je vais dire que le contrôle sanitaire, s'il va se rendre compte qu'il y a une personne qui a des lésions, elle ne va pas voyager. Donc, là, je ne vois pas ce certificat et que le médecin, sur quelle base il va le faire. On ne peut pas se permettre de faire des PCR comme ça à des personnes pour dire qu'ils ne sont pas affectés, mais on peut, si c'est nécessaire, que le médecin peut délivrer un certificat pour dire qu'il ne présente pas des signes cliniques en faveur d'une variole du singe. Donc, je pense que c'est ça la réponse qu'on peut adopter par rapport à ces personnes qui se rendent en Arabie. Il y avait une autre question concernant les kits au niveau des centres. Si les hôpitaux doivent faire leurs besoins, exprimer leurs besoins en matière ou doivent se doter des kits, pour le moment, le prélèvement doit se faire au niveau des centres de référence, mais néanmoins, c'est le même. Nous avons eu une discussion avec l'Institut Pasteur. C'est dommage que Rachid ne soit pas là, parce que s'il est là, s'il nous suit de près, donc c'est lui qui est mieux placé pour répondre à des questions concernant le diagnostic, le prélèvement et concernant le transport des prélèvements. Donc, s'il est là, Rachid, merci de répondre à ces questions. Mais du moins, du point de vue du ministère de la Santé, on demande plus au centre de référence de disposer de ces kits de prélèvement. Il y a d'autres questions? Je ne sais pas. En fait, je suis en train de voir, mais même pour le prélèvement, je pense que ce sera la même, puisqu'on a relancé le plan Covid, donc ce sera de la même façon. Quand on a commencé, actuellement, on a un seul centre de référence, puis après, on va avoir d'autres centres, sauf qu'on doit en fait respecter la chaîne de froid et les outils utilisés pour le transport. Donc, ce sera de la même façon. Sauf l'exception, c'est que le prélèvement doit être effectué dans le centre de référence, c'est-à-dire l'hôpital de référence. Même dans l'acheminement, ce sera de la même façon. On a l'habitude de faire des prélèvements, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce sera de la même façon, soit pour le mpox, soit pour toutes les autres maladies, dont le diagnostic et la PCR. Vous parlez en fait, l'isolement dans les hôpitaux de référence, donc toujours, il n'y a pas de problème. Donc c'est clair, en fait, c'est comme question. Il y a la réponse dans l'instruction ministérielle. C'est des hôpitaux de référence. Jusqu'à maintenant, puisqu'à l'âge, on les a considérés comme référence et on doit hospitaliser le malade, que ce soit le sujet suspect ou bien le sujet positif, on a cette capacité, même si on sait que la plupart des cas, l'évolution de la plupart des cas est vers la guérison, mais pour le moment et pour en fait enrayer la transmission dès le début, donc on préfère de les hospitaliser pour qu'on puisse bien sûr gérer mieux notre situation, bien sûr, en rappelant toujours que le risque est faible et que pour le moment, aucun cas n'a été enregistré. Moi, je pense pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment bien maîtriser. On connaît la maladie, quels sont les signes de cette maladie, quels sont les symptômes, l'évolution. Et il faut connaître aussi les modes de transmission. Ça, c'est très important. La définition des cas qui est très, très importante parce qu'on va agir sur ces définitions de cas. Si on a un cas suspect, on doit le notifier et on doit l'orienter vers un centre de référence. C'est dans ce centre qui doit être prélevé, qui doit être isolé. Pour les cas contacts de ces cas, mais c'est une fois confirmé, c'est pas une fois suspect. Donc, le cas confirmé, les cas qui sont en contact, bien sûr, on fait une investigation. Donc, et on va leur demander de s'auto-surveiller et de s'isoler chez eux. Ça, c'est ce qui est recommandé. Et à ce moment-là,
il faudrait que quelqu'un le suive, bien sûr. La personne ou le médecin qui a fait une investigation, il doit suivre ses cas de contact. Au moment où s'il y a, pour une raison voilà, quand il va développer un signe, à ce moment-là, il rentre dans une autre phase, il devient un cas suspect, ou un cas probable plutôt, c'est pas un cas suspect, c'est un cas probable, et il doit être prélevé pour être confirmé ou il va sortir voilà, ou être écarté. Et dans l'instruction, il est mentionné aussi le cas écarté. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on doit. Il faut bien sûr garder, il faut veiller à ce que vous disposez des moyens de protection individuelle. Vous les avez, il y a un stock depuis la Covid, il est toujours, et nous venons de mettre aussi à disposition de toutes les structures un quota des moyens de protection. Donc là, je pense que c'est les choses sur lesquelles on doit se focaliser. On suit la situation de près. L'évaluation de risque, elle va venir s'il y a un changement dans la situation, bien sûr. Et bien sûr, aussi, on aura, comme à l'accoutumée, des notes qui vont venir euh, compléter le manque dans la première note. Aussi, c'est vrai que j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions sur l'exposition. Je pense que c'est ça, hein, c'est par rapport que ce n'était peut-être pas très clair. C'est le cas exposé ou l'exposition non protégée. Là, vous le savez très bien, c'est-à-dire ça va de soi, mais peut-être qu'on va venir expliquer davantage ou promettre d'avoir une note, que vous allez recevoir une note un peu plus, où on va détailler le contact, le sujet contact et par rapport, enfin, qu'elle soit un peu plus explicite. Vous le savez très bien, un exposé non, non protégé, euh, il peut être n'importe où. Il sait qu'il y a eu un cas qui est, voilà, c'est le. C'est comment elle s'appelle. S'il y a une hospitalisée, on peut cocher la limite idéologique ou dans une salle où il était la personne. Donc, il y a un Contact direct, soit avec le linge ou avec un cas qui a été vide ou une personne qui est fortement suspecte pour laquelle il n'a pas pris les précautions, il n'avait pas de gants, il n'avait pas de masque. Donc voilà. Moi, je J'espère qu'on a pense, répondu aux questions posées. moi, je pense qu'on a. La déclaration, alors par rapport à la déclaration, il faut déclarer tout cas suspect. Mais bien sûr, une fois confirmé aussi, on va avoir la confirmation. Déclarer en fait sans alarmer ou sans faire de bruit. C'est une C'est bien déclaration. de Voilà. déclarer pour capter le maximum, mais en fait, sans Déclare. faire. On le déclare, on le suit. Si c'est un cas qui rentre dans le... Parce que, vous le savez, même l'OMS et la plateforme de l'OMS, ils nous demandent en tant que point focal, est-ce que le nombre de cas suspects que vous avez enregistrés? Et puis, après, s'il y a des cas qui ont été confirmés ou qui n'ont pas été confirmés et qui ont été écartés. En fait, je pense qu'on a fait le tour de cette question. Euh, L'objectif de cette rencontre, c'était notamment la formation, puisqu'il y avait beaucoup de choses à dire et on a entendu beaucoup de choses. Je pense, nous, notre référence, c'est la science. Et dans tous les cas, on doit référer aux données nouvelles, aux données, ce qui a été publié par rapport à la question. Je pense, à travers cette journée maintenant, on connaît la maladie, on connaît le mode de transmission, on connaît la réceptivité et notamment, on connaît le raisonnement épidémiologique puisque c'est important pour qualifier le risque, puisque dans tous les cas, et quand il y a une déclaration par une instance internationale, les pays concernés doivent, en fait, le risque n'est pas le même, ils doivent en fait prendre ces éléments ou bien ces éléments de connaissance pour dire que le risque est faible ou bien élevé. Et dire ça si c'est fondé sur les données scientifiques, bien sûr. Donc, nous, en Algérie, maintenant, on sait que le risque est faible. En plus, on a fait toutes les mesures.
Et cela n'empêche pas que les mesures sont déjà installées pour une surveillance classique. Puisque quand on parle du point d'entrée, en fait, le dispositif existait déjà. Sauf que devant des situations pareilles, le dispositif a été renforcé pour répondre à cette déclaration, à cette situation. Il a été réactif. Donc j'espère, moi, parce que je suis en train de voir les questions, j'espère de prendre en considération les définitions. C'est pas parce que vous avez des lésions cutanées, vous allez directement penser à l'impox. Revoir la définition, revoir les symptômes, et notamment, maintenant, pour la situation de l'impox, il faut revoir le lien épidémiologique, que ce soit le voyage ou bien un foyer de risque, et puis après, on connaît le risque. Connaître tout ça, permettant bien sûr à notre tutelle ou à notre dispositif de faire un bon travail et qualifier cette gestion euh, de cette situation comme une bonne gestion. Je pense à la fin, je vous remercie. Tout d'abord, je remercie Dr. Foral, Dr. Hamadi, Dr. celle qui est responsable, et notre ami, la responsable de la surveillance, la surveillance des points d'entrée au niveau d'Alger. Je tiens à remercier notre expert, professeur qu'elle est toujours, c'est elle qu'elle m'a proposé de communiquer, de parler de Mpox. Je tiens à remercier aussi les éléments de l'INSP. J'espère qu'on aura bien sûr d'autres rencontres en tenant compte bien sûr de l'évolution de la situation. Si on aura des données acquises nouvellement, voilà, nous, on fera à mesure l'évolution de l'épidémie. Donc, on va organiser la même rencontre. On aura en fait, on essaiera d'avoir le même débat. Donc, on devrait enrichir notre débat. Et c'est à travers ces rencontres qu'on peut améliorer nos connaissances. Donc, je vous remercie pour la deuxième fois, Inch'Allah. Et on aura l'occasion d'avoir une autre rencontre la prochaine fois, Inch'Allah. Et à bientôt.